l'histoire de Ceva. Donc on était une filiale d'un grand groupe pharmaceutique Sanofi à l'époque, en 1995. On est cédé par le patron partiellement, uniquement les États-Unis et l'Asie. On se retrouve avec une structure d'ailleurs mal définie en termes de contours juridiques, santé animale. Donc on parle de médicaments vétérinaires. Le siège social à Libourne et une société qui perdait de l'argent. On fait un premier plan stratégique, j'en parlerai tout à l'heure, et puis ça commence à aller un peu mieux. En 99, on se dit 14 cadres, et à l'époque, le patron de l'époque, Philippe Duménil, on va reprendre la société, et donc on fait ce qu'on appelle un LBO, un LMBO, c'est-à-dire qu'on met nos économies à 14 cadres, on n'en avait pas, donc ce qui était assez simple, on prend des prêts, et c'est là qu'on découvre qu'avec un bon dossier, on peut évidemment être beaucoup plus endetté qu'au 30% classique. Et puis on part et on démarre, et puis on fait plusieurs LBO, LMBO, et puis en 2007 on prend la majorité, donc on est aujourd'hui majoritaire, on n'est plus vraiment sur un LBO, on est sur un financement un peu différent. Alors pourquoi on a fait ce montage? D'abord parce qu'on n'avait pas l'argent pour racheter, que Sanofi voulait quand même tirer un peu d'argent de cette structure moribonde, donc il fallait quand même mettre de l'argent, et puis également on s'est très vite aperçu que la croissance externe serait absolument nécessaire, et donc il fallait la financer. Quand on prend et quand on écrit un plan stratégique, et c'est l'intérêt, on travaille sur les concurrents, on travaille sur les forces et faiblesses de la société, et puis on essaie de se projeter en se disant où est-ce qu'on veut aller, comment on veut aller, sur quel produit, qu'est-ce qu'on veut devenir. Et déjà à l'époque, on s'était dit, on aimerait bien être évidemment indépendant, mais on aimerait aussi essayer de jouer, alors c'était un rêve, vous voyez, à l'époque on faisait 100 millions d'euros, on aimerait jouer un rôle majeur en santé animale. À partir du moment où vous voulez jouer un rôle majeur en santé animale, il faut essayer d'être partout géographiquement, il faut essayer d'aller vite, la donnée temps est importante, et puis on voulait aussi être sur toutes les espèces, ce qui est assez compliqué. Donc il faut financer de la croissance externe. Notre modèle il est un peu particulier, souvent les sociétés, pour différentes raisons, cherchent à aller d'elles-mêmes à l'étranger, elles le font très classiquement par des distributeurs, c'est ce qu'on a fait également, sauf qu'avec les distributeurs vous ne maîtrisez pas le client final. Et puis très souvent, nous on a des autorisations de mise sur le marché, vous mettez même à risque le jour où vous décidez de changer de distributeur, vous ne contrôlez pas, ce qui est absolument essentiel. Et souvent, quand vous voulez monter une filiale, ce qu'on avait fait à l'époque, on a essayé de monter une filiale en Afrique du Sud, vous apercevez que la première année vous perdez de l'argent, la deuxième aussi, la troisième, et puis à la fin vous pliez tout et vous rentrez chez vous. Parce que vous prenez le risque d'épuiser la maison mère qui doit financer sur ses fonds propres, sur son résultat, cette croissance externe. Donc le modèle très vite pour nous a été évident, il fallait faire de la croissance externe, donc acheter des sociétés, et puis après, fort de ces sociétés qui toujours étaient rentables, rajouter vos produits et puis faire une sorte d'effet de levier localement. Donc ça a été notre modèle. Cette croissance, vous voyez, cette année on va finir à 1 milliard d'euros. Cette croissance, et la croissance de Ceva entre 100 millions et 1 milliard en 15 ans, elle s'est faite 40% par de la croissance externe, 60% par de la croissance organique. Vous amenez vos produits dans ces filiales qui sont déjà rentables. Donc dès le premier jour, votre société est rentable, vous sortez du résultat, et puis là, avec les produits que vous amenez, qui a priori ont de la marge, et vous faites encore un peu plus de résultats. Voilà, donc c'était notre modèle, on a fait à peu près 25 croissances externes. Ce qui est absolument essentiel dans le choix des cibles, c'est le plan stratégique qui sous-tend ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que, vous voyez, souvent on se pose la question de la valo de la boîte. Alors nous, c'était assez simple, on se disait, Ceva, la valo, c'est en gros, sur du long terme, entre 12 et 14 fois les l'EBITDA. Donc on se disait, voilà, la limite supérieure, ça va être celle-là. Et c'est vrai, globalement, c'est une bonne règle. Sauf que quand vous faites ça, vous mettez au même niveau des boîtes qui vous apportent que du résultat dans un petit pays, et éventuellement des boîtes qui vous apportent en plus une techno, un savoir-faire dans un grand pays. Et c'est pour ça que je dis que la réflexion stratégique est absolument essentielle dans le choix de vos cibles pour être capable de sous-payer ou sous-valoriser une boîte dans des pays secondaires ou survaloriser une boîte dans des pays absolument clés. Par exemple, pour nous, la Chine, vous voyez, c'est extrêmement compliqué, et en même temps, je ne me pose même pas, à aucun moment, je me suis posé la question d'y aller ou pas. Vous voyez, pour moi, on va y aller, on y va, on va probablement perdre de l'argent sur certains de nos actifs, c'est pas grave, parce que si on réussit ce développement en Chine, on passera dans les 3 premiers mondiaux, parce que ce marché n'est pas encore structuré, et que, comme toujours,
et dans tous les secteurs d'activité, les marchés, à un moment ou à un autre, en général, quand il y a une crise, se structurent. C'est d'ailleurs au moment des crises que vous avez peur d'y aller. Alors je vous parle par exemple du Brésil aujourd'hui. Vous savez que le Brésil, c'est un peu compliqué. L'Amérique latine, ça a toujours été compliqué. Et donc, ce pays, pour différentes raisons, est en crise relative, mais ça restera un très grand pays d'agriculture. Pour nous, c'est stratégique. Donc on ne se pose pas la question de faire ou pas une acquisition maintenant, on est en train de la faire, on a bouclé la semaine dernière. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est cette réflexion stratégique est absolument clé dans vos projets. Et vous avez plusieurs modèles d'une société qui aurait qu'une filiale en France. Moi j'ai vu des sociétés qui sont parties d'abord en périphérie, c'est beaucoup plus simple. Souvent on démarre par la Belgique, l'Espagne, etc. Mais j'en ai vu d'autres qui ont fait directement le grand saut et qui sont partis par exemple aux États-Unis avec le même succès éventuellement. Voilà. Mais ça doit toujours être sous-tendu par le modèle que l'on a et le projet stratégique que l'on a écrit sur du long terme et qu'on revoit régulièrement. Et puis après, se pose toujours la question de l'intégration de la société que l'on prend. Alors, je ne vous dirai pas qu'on a réussi toutes nos acquisitions, mais globalement, là aussi, ça va dépendre du contrat que l'on va passer avec. Moi, je suis très attaché à ce contrat que l'on passe avec le patron de la société quand on fait une acquisition. Et puis après, il faut vous méfier beaucoup de vos structures propres, et en particulier quand la société grossit, parce que en général, vous achetez des petites sociétés, avec toujours de très bonnes intentions. Vous avez l'ensemble des gens de la structure, notamment des fonctions de support qui déboulent, et qui vous tuent la structure que vous avez rachetée. C'est un grand classique. Voyez. On vous met les ERP qui vont bien, le système informatique déboule, le contrôle de gestion, etc. Nous, il y a une chose que l'on n'a jamais négocié, c'est de mettre les comptes sous contrôle. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on avait appris de Sanofi. Donc la première chose que l'on fait, alors, mis à part évidemment tous les due deals, etc., que l'on mène, la première chose que l'on fait, on met les comptes sous contrôle de façon à pouvoir réagir rapidement s'il y a un problème. Et ça nous est arrivé. On s'est séparés au bout de quelques mois du patron de la structure, là aussi, parce que quand vous achetez une société, de temps en temps, ça dépend aussi, alors je ne devrais pas dire ça à mon âge, ça dépend aussi de l'âge du patron. Mais de temps en temps, quand vous achetez une société, vous avez un patron qui dirige une société, mais qui n'est plus dans le profil de ce que l'on recherche. Nous, on cherche des gens qui connaissent le business, qui comprennent le business et qui managent les structures. Et bien souvent, vous avez un patron qui manage, par exemple, plus le monde financier, le monde local, etc. Donc le fit ne passe pas nécessairement avec la structure que vous rachetez. Et en même temps, et en parallèle, vous avez aussi des très très grands succès, comme on l'a fait, avec des patrons qui deviennent membres du COMEX, etc. Donc tout est possible. La seule chose importante, c'est d'avoir un contrat extrêmement clair, aligner les intérêts. Alors vous pouvez le faire évidemment avec des méthodes assez classiques comme l'earn-out. Alors vous ne payez pas tout de suite, vous le payez 2 ans plus tard, voire même, c'est une possibilité chez nous, faire en sorte que le patron de la structure et les managers principaux deviennent actionnaires de la société, et du coup ils sont absolument alignés, non plus sur l'intérêt purement local, mais sur l'intérêt global de la société. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et puis avant de vous laisser le temps, et pour ne pas être trop long sur ce que l'on a fait, différences culturelles aussi. Vous avez, je viens de faire une acquisition il y a 1 an en Inde, c'est un pays extrêmement compliqué. Alors c'est toujours intéressant de discuter avec autres patrons français qui ont fait des acquisitions. Je me souviens d'un patron concurrent, pourtant il n'aurait pas dû me le dire. Il m'a dit, moi ça marche extrêmement bien parce que j'ai touché à rien. Il faut parfois accepter de toucher à rien. Et en même temps de construire à côté, c'est ce qu'on est en train de faire. On a acheté une société qui est très, très bien implantée sur 2 marchés importants en Inde, la vache laitière et la volaille. Et bien on laisse fonctionner sa structure telle qu'elle est, mais on amène nos produits avec des gens qui s'occupent que de ces produits-là, et on fait en sorte après de rentrer ces produits dans les structures, et on profite du réseau qu'il a, parce que vous le savez, en Inde, le réseau est absolument essentiel. Donc si vous tuez ou détruisez la structure que vous avez rachetée, bien souvent vous tuez aussi le réseau, et donc il n'y a plus raison d'avoir fait ce deal. Donc il y a beaucoup en Inde, évidemment, d'expériences malheureuses, mais comme partout. Voilà, donc je n'ai pas de conseils particuliers, mis à part si vous voulez parler de pays divers, puisque sur les 25 acquisitions, globalement, c'est dans 20 pays différents. Chaque acquisition a été une histoire différente, mais c'est extrêmement intéressant. Alors nous, c'est aussi culturellement, on aime bien être au pied du mur. C'est-à-dire que si on avait dû réfléchir, mais vous entendez ça de tous les patrons de boîte, ils vous disent, si j'avais
réfléchi avant de monter ma boîte, peut-être que je l'aurais jamais fait. Ben, je crois qu'il faut aussi se mettre au pied du mur, avancer pour avoir à résoudre les problématiques. Il y a un moment, il faut réfléchir sur la stratégie, puis après, il faut foncer. Là aussi, il faut accepter qu'il y a une zone noire dans une acquisition. Moi, je vais toujours, vous voyez, je vais toujours voir les patrons, les sites, discuter avec les personnes, aller voir les clients de votre cible, c'est aussi important. Je le fais toujours pour avoir un feeling, parce qu'il y a un moment, une acquisition, c'est un feeling, ça ne veut pas dire que vous ne vous faites pas avoir, mais quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes dit des choses entre Cathieu avec le patron de la boîte que vous rachetez, ben, s'il n'a pas délivré ce qu'il a dit qu'il délivrerait, c'est beaucoup plus facile, vous voyez, de prendre des décisions difficiles s'il le faut. Donc il y a une sorte de contrat, moi je crois beaucoup ça, moral, que vous passez avec la personne au-delà de tout ce qui peut être écrit, parce que c'est toujours compliqué. Il faut aussi prendre la main, j'espère qu'il n'y a pas trop d'avocats, mais il faut prendre la main sur les avocats là aussi. Si vous laissez des avocats entre eux discuter des acquisitions, vous ne la faites jamais. C'est normal, ils font leur boulot. Ils imaginent, non, ils sont absolument essentiels, moi je les utilise toujours, mais je veux juste dire qu'ils sont au service de ce que les opérationnels, les patrons de boîte veulent faire, sinon évidemment ils vous prévoient l'imprévisible. Donc ça peut aller très loin, l'imprévisible. Et donc à partir de ce moment-là, tout le monde a peur et personne ne fait. Il faut créer la confiance pour faire des acquisitions, et c'est une force d'une boîte entrepreneuriale, c'est qu'on parle à des entrepreneurs qui ont monté souvent leur boîte, et donc on arrive à les convaincre. À nous, l'essentiel, 95% des acquisitions que l'on a faites, on les a levées nous-mêmes. Et donc on est souvent allé chercher les boîtes qui n'étaient pas en vente, et on a essayé de les convaincre que l'histoire qu'ils pouvaient raconter à l'intérieur de Ceva serait finalement plus intéressante, et en particulier pour leurs salariés, mais aussi dans le cadre de leur rêve, le rêve de la société qu'ils ont montée, avec Ceva que tout seul. Donc tout ça, ça fait partie du cheminement qu'il faut conduire pour faire une acquisition et réussir une acquisition, et ça c'est que pour moi le patron qui peut le faire. Vous avez, moi j'ai une équipe de 3 personnes pour faire les acquisitions. J'ai le négociateur, le gars qui va les négocier, j'ai le legal, qui est ma directrice juridique, et puis j'ai mon contrôleur de gestion qui pilote les audits divers et variés que l'on fait avec d'autres structures extérieures. J'ai toujours 3 personnes ensemble, mais il y a un moment, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai fait, il faut y aller. Voilà. Et vous voyez, cette acquisition que j'ai faite la semaine dernière au Brésil, je voulais globalement, je n'étais pas tout à fait convaincu, je suis allé les voir, et puis je suis reparti dedans en disant ouais, il faut la faire cette acquisition, ça va être plein de problèmes, ça va être compliqué, vous voyez, les structures, enfin le Brésil c'est très compliqué pour plein de raisons, mais en même temps c'est un très très grand pays, j'ai confiance dans les équipes, parce que quand vous allez voir les personnes, vous ne voyez pas simplement la tête, vous voyez aussi les équipes dessous, et vous regardez si c'est solide, je me suis dit là c'est solide, il faut y aller, c'est une opportunité unique. Voilà, à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, qui a une remarque, une question à poser? J'ai été surpris de la valorisation par rapport à l'EBITDA que vous avez évoqué tout à l'heure, 10 à 14, c'est spécifique à votre métier ou parce que ça me paraît important? Ouais. Alors, en fait, la valorisation des boîtes dépend essentiellement de la visibilité que vous avez sur le long terme. Quand vous êtes sur des marchés très résilients, comme la santé animale, vous voyez, je peux vous projeter, on n'est pas dans la téléphonie mobile ou dans d'autres secteurs où il peut y avoir des à-coups, on ne sera jamais à plus 20%, mais on ne sera jamais à moins 20%. Et donc on va être toujours sur des croissances de marché de 3%. C'est ce qui est assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que les populations grossissent, il faut nourrir les populations au niveau mondial, les classes moyennes augmentent, donc les animaux de compagnie deviennent de plus en plus importants, etc. Donc vous avez tout un tas de tendances lourdes qui font que notre secteur d'activité est très résilient. Vous avez aussi le fait que dans notre secteur, c'est un secteur très très régulé. Donc la capacité pour une autre société de rentrer sur votre marché est extrêmement compliquée. Il faut des autorisations de mise sur le marché, comme en humaine, mais avec moins de risques qu'en humaine. Vous voyez, on est mieux valorisé qu'en humaine. Pourquoi? Parce qu'en humaine, je dirais 5% des projets que vous lancez vont réussir, mais on est plutôt à 80%. Et puis le jour où vous lancez votre produit et que vous commencez à passer sur le traitement de plusieurs centaines de milliers de personnes, voire de millions, vous commencez à avoir des effets secondaires. Et donc vous voyez, quand il y a un générique qui arrive, vous perdez instantanément, compte tenu du circuit de distribution, 80% de votre marché. Enfin, vous voyez, tous ces éléments font que c'est un marché, d'ailleurs les grosses boîtes vont vers les maladies rares. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit maintenant, ce qui est très unique, vous prenez le top 10 des grands laboratoires pharmaceutiques,
les plus petites boîtes sont en plus forte croissance que ces sociétés-là, et en plus forte croissance que le marché. Donc c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses. Donc finalement, le secteur de la santé animale est un secteur rassurant. Du générique, mais les circuits de distribution par les vétérinaires font que vous avez encore des produits qui ont 30 ans d'âge et qui continuent à grossir, etc. etc. Donc c'est un marché beaucoup plus résilient, beaucoup plus sécurisé que l'humaine. Il n'y a pas de grands scandales, etc. etc. Donc ça rassure, et les financiers aiment bien ça. Normal, aussi. Alors, et des valos, juste pour vous dire, il y a des boîtes qui se vendent à des multiples de 20 fois en santé animale. Et nous, notre rôle, c'est pour ça que je dis on est devenu majoritaire le management, c'est qu'on sait pertinemment qu'il y a des bulles qui font que des boîtes peuvent se valoriser beaucoup à un moment et moins à un autre. Donc on est devenu majoritaire parce qu'on voulait définir le prix de sortie de la boîte de façon à éviter ces bulles. Et donc nous, on essaie de rester dans des multiples de 12-13 parce qu'on pense que ce sont des multiples pérennes dans notre secteur d'activité. Là où, vous voyez, je pourrais vendre demain Ceva à 20 fois EBITDA. C'est juste pas notre rêve et notre projet. Alors, autre question? Moi, j'avais une question là sur votre actionnariat, et je veux dire, vous avez commencé avec une LBO. Comment on fait pour investir dans une société comme ça? On ne peut pas investir uniquement en empruntant de l'argent. Comment ça se passe avec les actionnaires? Est-ce qu'ils vous suivent dans ces démarches? Alors, donc on est toujours sur un modèle, le modèle Ceva, où il y a toute la partie equity fonds propres, qui est dans les mains des salariés, de ce qu'on appelle les amis de Ceva. Alors, les amis de Ceva, vous avez par exemple des sociétés comme Sophie Protéol, vous avez des retraités de Ceva, vous avez Mérieux Développement, vous avez des structures qui s'alignent totalement sur les décisions du management, sur mes décisions, et qui auront le retour des financiers en termes de retour d'investissement, qui n'auraient pas accès à des investissements de ce type-là parce que les tickets sont trop gros aujourd'hui pour entrer chez Ceva. Donc on a une poche amis de Ceva qui sont l'équivalent d'un fonds d'investissement et qui s'alignent sur toutes les décisions du management. Et puis après, vous avez les fonds d'investissement classiques. Alors nous, on a fait une sorte de puzzle. On a pris 4 fonds, on a pris 2 fonds anciens qui nous ont suivis, avec qui on a confiance, et on a pris 2 fonds asiatiques qui nous aideraient et qui nous aident pour nous développer en Asie, parce que l'un des enjeux pour nous, c'est de nous développer, être beaucoup plus fort en Asie. Donc on a pris un fonds, le Temasek, c'est un fonds souverain singapourien qui s'inscrit sur le très long terme, et on a pris CDH, qui est un fonds chinois qui nous permet de rentrer en Chine. Et je peux dire, quand je suis en Chine, je suis un peu chinois d'une certaine façon. Et puis après, on a toute la partie dette, où c'est un peu technique, mais on a la PIC, mezzanine, et on a la dette bancaire avec un coût bancaire important. Voilà, donc tout ce montage-là, par définition, sera renouvelé dans 4, 5, 6 ans, mais sera globalement renouvelé. Alors ce qu'on a fait la dernière fois, quand on l'a fait en 2014, on a démarré ce qui est absolument atypique par les banques. Et puis après, on est allé discuter avec les fonds d'equity d'investissement. Donc c'est un montage particulier, je ne vais pas vous le détailler, mais ça vous permet, avec une partie du capital, qui n'est pas la plus grosse partie, d'avoir l'essentiel des droits de vote et des décisions. Donc souvent, vous savez, on a l'idée, on regarde les fonds propres et on se dit, si je n'ai pas 51% de ces fonds, je n'aurai pas la majorité passive. Vous pouvez, avec 20%, avoir 66% des droits de vote. Ça dépend de la façon dont vous structurez votre capital. Donc il ne faut pas avoir peur de faire rentrer des fonds ou autres et trouver le financement. Il faut juste que votre financement corresponde à ce que vous souhaitez en termes de croissance. Vous avez des moyens de croissance externe importants, et puis ce que vous souhaitez pour l'avenir de votre boîte. Moi, je demande très souvent à des patrons de boîte, c'est quoi ton projet? Et en fait, c'est très souvent, ils n'ont pas réfléchi à ça. Ils n'ont pas réfléchi au fait qu'ils voulaient ou pas pérenniser leur boîte. Moi, je veux que cette boîte reste indépendante et soit pérenne. Je ne me pose pas la question d'être revendu à un industriel, ce n'est pas mon projet. À partir de là, vous structurez votre capital de façon à avoir la main sur les décisions de sortie. Et c'est ce que l'on a. Je déciderai de la date de sortie, dans une certaine fenêtre, du prix, des repreneurs, etc., parce que ça me paraît essentiel dans mon pari. La contrepartie, c'est que je suis valorisé 12 à 13 fois là où je pourrais l'être 20 fois. C'est pas très grave puisqu'on s'inscrit dans la durée. Donc voilà, donc il faut toujours être clair sur le projet que l'on a. C'est pas facile. Je le conçois bien, surtout dans des sociétés assez jeunes, dans certains domaines où on n'est pas sûr d'avoir la rentabilité, etc. Mais je crois que c'est absolument clé, au moins, de s'ouvrir cette possibilité-là.
et vos actionnaires correspondront à ça. Vous avez des fonds d'investissement qui ont je dirais une philosophie de minoritaire. Et vous en avez d'autres qui interviennent en majoritaire. Et donc c'est important, même si vous n'avez pas encore décidé de la suite, de se laisser les portes ouvertes. Par exemple, moi j'ai pris un fonds singapourien parce que je sais que si je fais une sortie en bourse, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui ce que je veux, mais qui sera peut-être le cas demain, je serais intéressé à faire une sortie en bourse et une double cotation, peut-être à Hong Kong et en Europe, par exemple en France. Et dans ce cas-là, je dois absolument être plus représenté en Asie et je dois avoir, vous voyez, le fonds Temasek, en général ils prennent 30% et tout le monde suit. Voilà, parce que c'est ça aussi le monde de la finance, j'aurais pas à le dire, mais c'est aussi un monde un peu grégaire. Et donc on se repose sur le choix des autres. Et c'est normal, hein, j'ai absolument pas d'avis sur cette partie-là, mais c'est comme ça. Et donc tout ce travail que l'on fait, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du plan stratégique. Alors, quand vous faites un plan stratégique, ça coûte cher. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui est important aussi, c'est la signature de la personne qui va vous le faire. Par exemple, si vous prenez un cabinet plutôt renommé, parce que vous commencez à avoir la taille, et ben, vous voyez, vous aurez ce tampon-là qui vous aidera aussi à valoriser votre boîte. Donc tout ça, ça va ensemble. Je vois les... Donc je pense qu'il faut prendre les conseils. Moi, j'ai toujours pris en conseil les avocats les meilleurs. Parce que je préfère qu'ils soient de mon côté qu'en face. Ça coûte plus cher. Et en même temps, c'est mieux de l'avoir de votre côté quand vous négociez, mais ça coûte de l'argent. Voilà. Donc tout ça, tout dépend de votre projet. Franchement, tout dépend de votre projet. Alors, une fois que vous serez clair dans votre tête, vous verrez, c'est vachement plus facile. Savoir ce qu'on veut. Alors, moi, je vais revenir sur un sujet là. J'ai bien compris donc, toute la réflexion stratégique avant de conduire une croissance externe. Ce qui est intéressant, c'est les clés après de la réussite du post-deal. Vous avez évoqué un point en fait clé qui était l'alignement des intérêts entre le vendeur et l'acheteur. Et quelque part le fait qu'en fonction après de la zone géographique, de la structure, de la taille de son activité, l'intégration elle pouvait être très différente et que c'était pas un problème. Alors, et inversement, est-ce que ça veut dire que pour celles qui ne se seraient pas bien passées, c'est ce sujet d'alignement des intérêts qui n'était pas bien conçu au départ, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres sujets qui sont intervenus? Il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, j'ai eu le cas d'une... Alors, on a quand même réussi à la fin, mais justement, il y a quelques années, une acquisition que j'ai faite au Brésil, où, malgré les due deals, les comptes n'étaient pas honnêtes. Voilà. Donc, et je suis donc complètement sorti du contrat qui, justement, était un contrat qui n'était pas... c'est là qu'il vous faut des bons avocats, vous voyez. L'EBITDA n'était pas celui qu'il me donnait, malgré les due deals, et il était expressément écrit dans le contrat que la valorisation de la boîte n'était pas un multiple d'EBITDA. Et donc quand je me suis retrouvé en découvrant, en raison de stock, de marge en stock, etc., que l'EBITDA n'était pas le bon, vous voyez, j'avais soit la possibilité éventuellement de récupérer cette somme-là, soit d'attaquer pour dol. C'est ce que j'ai fait, en considérant qu'il y avait tromperie, et donc je demandais, et je revenais à un multiple d'EBITDA, ce qu'on a fait. Donc il peut y avoir des éléments de ce type-là, et de toute façon vous avez toujours des mauvaises surprises. Alors des bonnes, mais vous avez souvent des mauvaises surprises, parce que vous avez un vendeur qui essaie de valoriser au mieux sa boîte, donc il a tiré un peu sur tout. Mais globalement, les vrais échecs, ce sont des échecs, j'en ai un en Afrique du Sud, où finalement, un échec partiel, où finalement l'évaluation de ce que l'on achetait en termes de position stratégique n'était pas la bonne. J'ai acheté une petite boîte en ruminant qui avait quelques produits génériques, mais la taille de cette boîte était absolument insuffisante pour exister par rapport aux très gros clients d'Afrique du Sud. Et donc finalement, je ne me suis jamais développé. Si je regarde aujourd'hui les produits de cette boîte, il n'y en a plus aucun. Mais en même temps, j'ai récupéré un manager exceptionnel qui m'a conduit l'ensemble de la filiale en Afrique du Sud et ça a fonctionné. Mais si je regarde fondamentalement le BP que j'avais et ce que j'en ai ressorti, j'ai rien. Mais ça m'a permis d'avancer en Afrique du Sud. Voilà, donc il y a toujours du bien et, enfin, vous voyez, un bon côté, un mauvais côté des acquisitions et on le découvre. Moi, je pense que ce qui est essentiel dans une acquisition, c'est que ça vous pousse à bouger, ça vous pousse à rentrer dans un pays et puis si vous n'êtes pas mauvais, vous survivez, vous débrouillez, quoi, vous apprenez. Parce que chaque pays est différent, c'est absolument clair. Mais comme le font les financiers, il faut regarder l'équipe et pas simplement le manager, l'équipe de management.
si vous avez une bonne équipe de management, et c'est d'ailleurs un des éléments qu'il faut mettre dans les clauses de rachat, c'est que ces personnes restent à bord, évidemment, bah, globalement, ça se passe pas trop mal. J'en tirais quelque chose. Moi, il n'y a aucune acquisition que je regrette, finalement.